partie de notre émission, c'est l'invité du jour. Et aujourd'hui, nous sommes gracieux, sinon reconnaissants envers les mâles de nos ancêtres, comme dit le colonel Ulrich Monfumbi. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un géant, l'un des pionniers du hip-hop gabonais, une figure emblématique du rap. Nous recevons ici sur ce plateau notre aîné, Monsieur Franck Baponga. Monsieur Franck Baponga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un honneur d'être en compagnie des personnalités comme vous qui façonnez bien évidemment notre oreille. Moi, c'est aussi très plaisant d'être dans vos locaux parce que je sais que Focus, c'est un média qui fait l'actualité aujourd'hui et qui traite très bien l'actualité et je suis très honoré d'être là. Nous aussi, nous sommes très honorés. Alors, nous vous recevons sur ce plateau afin de débattre de la thématique de l'importance du live dans la vie d'un artiste. Alors, Monsieur Franck Baponga, nous aimerions savoir un peu de votre nom d'artiste et de votre vrai nom. Comment êtes-vous arrivé ou comment êtes-vous devenu Franck Baponga? Bon, je dirais que de mon vrai nom, je suis Franck Stéphane Dibo et que Dibo, c'est le nom d'un de mes aïeux, sinon mon arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père avait, pas pour pseudo, mais pour Baponga, c'était comme ça que ses amis l'importunaient un peu. C'était, comme on dit au quartier, le gaz, quoi. Ouais. Donc pour le gazon, on l'appelait Baponga parce que Ponga, ça signifie feuille. C'est une feuille chez nous qui a la paume veloutée avec laquelle on lave la vaisselle, qui ça ressemble à une feuille de patate, ça pousse au bord de la route. Et donc, lui, il est né sur ces feuilles-là, d'accord. Sa mère se trouvant à la plantation, ne pouvant pas revenir au village, comme les plantations sont loin, elle a rassemblé ces feuilles-là pour en faire une litière, un lit, et il est né dessus. Et donc ses potes pour le gazer. En fait, Ponga, c'est le singulier, Baponga, c'est le pluriel, comme Pounou et Bapounou. Voilà, donc pour le gazer, ses potes l'appelaient Baponga. Et moi, comme je porte son nom, Dibo, la première fois que je suis allé dans mon village, les grands-mères m'appelaient Baponga. Très bien. Plus que je m'appelle Dibo, ils m'appelaient Baponga. Donc, quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a expliqué un peu l'histoire. Puis j'ai dit, bon, pourquoi pas, c'est africain, voilà. C'est toujours africain et ancré aussi dans les rites et coutumes de notre tradition. Merci beaucoup pour cet éclairage de votre passage de votre vrai nom à votre nom d'artiste. Alors, vous êtes considéré comme étant l'un des pionniers du hip-hop gabonais, mais aussi même africain. Et donc, en quoi ce mouvement a-t-il évolué depuis vos débuts avec Raboum, par exemple? En fait, dans la structuration, quand on a commencé le rap au Gabon, le rap africain, je dirais, ne passait pas forcément en radio. Très bien. En radio, on était noyé par tout ce qui arrivait de l'Occident, rap américain, un peu de rap français. Et donc, juste je ne dirais pas la génération avant nous, mais des gens avec un peu plus d'années que nous ont commencé à passer en radio, tel le V2A4, tel le SIAP aussi. On a eu aussi la grâce d'avoir un grand frère qui nous a fait rapper sur des phases B à l'époque, Africa numéro 1, Arcade Banangoy, qui avait créé le Marlboro Hit Parade sur lequel on passait. Les phases B, ça veut dire que les vinyles avant, les disques qui sortaient aux États-Unis en single avaient une partie face A où il y avait le son de la radio et la face B, c'était l'instrumental du son. Donc les singles sortaient comme ça. Voilà pourquoi nous on rappelle sur des faces B, sur des instrumentaux de titres américains. Et donc c'est les premières fois qu'on passait à la radio, c'est les premières fois qu'on jouait du rap à la radio, du rap gabonais. Et donc de là-bas aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut rentrer dans n'importe quel studio et mettre un son sur YouTube. Donc la chose s'est démocratisée et on est parti donc de quelque chose qui était vu comme un mouvement de voyous, de gangsters à quelque chose qui aujourd'hui éduque les populations, quelque chose qui conscientise aussi. Conscientise, mais qui est aussi utilisé par les présidents de la République. Donc voilà, on part de loin. On part d'un mouvement qui n'était pas accepté à quelque chose qui est aujourd'hui convoité et utilisé.
même par les plus hautes autorités. Voilà. Alors là, nous rentrons pleinement, M. Franck Baponga, dans le vif du sujet de notre thématique, l'importance du live dans la vie d'un artiste. Alors, M. Franck Baponga, vous êtes considéré aujourd'hui comme une personne qui dénonce avec la force possible l'amateurisme du secteur culturel et vous encouragez les artistes gabonais à organiser leur propre live. Alors, quels sont selon vous les principaux obstacles structurels plutôt à lever pour réussir cela? Bon, déjà, c'est des obstacles organisationnels. Souvent, on va me parler d'argent, mais l'argent vient en second plan. D'accord. D'accord. L'argent peut être un frein aussi. Mais si on s'organise bien, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, la première chose, ce serait de s'organiser et de fonctionner en groupe. Parce que le monde de la musique n'est pas fait que de leaders vocaux, n'est pas fait que de chanteurs ou de rappeurs. Dans un monde de la musique, il y a des instrumentistes, il y a des DJ, il y a des managers, il y a des bookers, d'accord. Et donc, dans un pays normalement constitué, les rappeurs dans la culture hip-hop n'ont jamais commencé sans DJ. Oui. C'est impossible. Un rappeur a toujours commencé en binôme avec un DJ. C'est le b.a.-ba de la culture hip-hop. DJ, rappeur. Et donc, à ce début, d'accord, le rappeur va s'habituer justement à rapper sur des versions instrumentales, pas sur des versions playback. Le playback, c'est pire que l'amateurisme. En fait, le playback, moi, je peux chanter sur une de vos chansons, par exemple, parce que c'est du playback. Oui. Ça veut dire que moi, je peux chanter sur la chanson d'un autre rappeur. Et on l'a vu, par exemple, quand on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Je pouvais aller passer des vacances au village, amener le son de 2MJ, aller dire au village que c'est moi qui chante et faire seulement de chanter sur la chanson de 2MJ. C'est un playback, d'accord, on n'entend pas ma voix, on croit que c'est moi. Donc le playback, ça se rapporte à ça en fait, ça se rapporte à de l'imposture. Parce qu'on ne peut même pas savoir si tu es capable de chanter ce que toi tu as écrit. Tandis que déjà, rapper sur une version instrumentale, donc une version qui n'a pas de paroles, ça met en exergue ta capacité à interpréter. Et la force d'un artiste, c'est pas seulement l'écriture, c'est aussi l'interprétation, c'est le rendu. D'accord. Donc, le côté live ou semi-live pour les rappeurs commence par rapper sur un instrumental. Et c'est comme ça que nous, on a commencé à l'époque. Quand on faisait les concours de rap, on allait rapper sur un instrumental. On te donnait un instrumental, souvent au choix, souvent instrumental imposé, donc tu ne connais pas l'instrumental qui arrive, on te l'impose. Ou quand on faisait les freestyles en radio, on allait en radio, on nous imposait des instrus et nous, on trouvait le texte qui passait dessus. Donc ça, c'est la base, d'accord. Et puis après, quand tu prends l'habitude de chanter sur des versions donc instrumentales, tu apprends à ajuster ta voix, tu apprends à être concordant avec la composition de la musique, parce que la musique est composée d'une certaine façon, avec une certaine régulation. Et quand tu apprends ça, en fait, on voit tout de suite que le jour où tu vas chanter avec un orchestre, qui ne sera peut-être pas le tien, mais tu vas aller dans une manifestation où il y a un orchestre qui joue, qui pourra reprendre n'importe quelle musique, tu seras capable de chanter dessus. Parce que tu as déjà l'habitude de chanter sur des versions live ou sans parole. Super. Et donc, c'est ce qui va t'emmener, toi, à commencer à côtoyer les orchestres et chanter avec des orchestres jusqu'au jour où tu auras les moyens d'avoir ton propre orchestre. D'accord. Donc, merci, M. Franck. Donc, je ne sais pas, vous sortez des éléments assez importants ici, notamment, vous combattez aussi le playback. Playback. Donc, mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la majeure partie des artistes gabonais se contentent juste des studios et des playbacks? C'est dû à quoi? C'est ce que je disais, c'est un manque d'organisation. C'est un manque d'organisation et surtout, on voit que le côté structurant ne fait pas partie de leur plan de carrière. Quand on se lance dans la musique, on se lance dans la musique avec un plan de carrière. Vous savez, dans la musique, il n'y a aucunement des gens qui vont vendre des disques ou vendre des titres. Aujourd'hui, on parle de streaming, on parle de téléchargement. Personne ne va seulement vivre que de téléchargement. Un artiste, à un moment donné de sa carrière, va aller en concert, va aller sur des tournées, va aller... Et donc, quand on se projette, c'est vrai que si on ne pense qu'au lycémba à la plage, si on ne pense que des petits concerts dans des snacks, dans des boîtes, on ne voit pas l'importance de jouer en live. On voit l'importance de jouer en live quand on sort du pays. Très bien. Parce que quand on sort du pays, on est
tout de suite mis en relation avec des plus gros calibres, avec des gens qui, eux, ont l'habitude de jouer en live, avec un public qui est plus exigeant, justement parce que le public à l'international a connu des groupes comme Milli Vanilli, qui ont, il faut essayer de chercher ça, si vous qui êtes devant vos écrans, cherchez le groupe Milli Vanilli, c'est la plus grosse arnaque de la musique en fait. Wow. Parce que c'était des blancs qui chantaient en studio et c'était des noirs qui faisaient le playback sur scène. Donc eux ils allaient en tournée, ils faisaient le tour du monde et c'était pas eux qui chantaient. C'était pas eux qui chantaient Parce qu'en studio les gens posaient. Voilà, c'est ce qui a fait que le playback c'est vraiment pire que de l'arnaque. D'accord. Et donc quand vous allez en tournée, le public est exigeant. Le public à l'étranger est exigeant. Eux, ils veulent avoir des gens qui travaillent, des gens qui transpirent, des gens qui connaissent leurs textes, des gens qui peuvent transmettre de l'émotion. Le problème avec le playback aussi en deux, c'est que le playback reste comme il est en studio. Ça veut dire que si en 2022 vous avez fait un son, ce son va rester le même aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer les émotions du titre. Très bien. Tandis que si vous chantez sur un instrumental, vous pouvez vous pouvez changer votre façon de faire votre propre texte. D'accord. Et l'adapter en fonction du public qui est devant vous. D'accord, en fonction du public qui est devant vous. Donc, vous, en tant que directeur des arts et du spectacle au Gabon, vous encouragez, bien évidemment, les artistes à organiser leurs propres concerts et à se créer leur propre public. Et donc, quel conseil donnerez-vous à un jeune rappeur qui, pour se créer son public? D'accord. Déjà, il faut remettre les choses en place. Quand je demande aux jeunes artistes de faire leurs propres concerts, ce n'est pas à eux d'organiser les concerts. Très bien. D'accord. L'organisation revient à un promoteur ou à quelqu'un qui a des moyens de faire un concert. Mais quand je dis que chaque artiste devrait avoir ses concerts, ça veut dire que chaque artiste devrait s'organiser d'abord pour avoir une setlist ou une playlist qui tient la route, puis avec son staff, chercher à connecter avec des gens qui ont la capacité d'organiser ces concerts ou ce concert. D'accord. J'imagine ici dans cette salle, je vois que vous êtes au moins 7. Il y a un rappeur, un DJ qui peuvent contacter avec leur manager, un troisième, celui qui est devant le mélangeur, qui est peut-être promoteur, et lui dire que bon, voilà notre artiste, lui il est bon, il a déjà 2 singles sur le marché, on aimerait, ou il a déjà un EP, on aimerait faire un petit concert de 30 minutes par exemple, dans une salle à Kanda. Oui. Et c'est lui qui mettra les moyens pour votre concert. À partir de ce moment, vous pouvez vous jauger si vraiment vous avez un public. Parce que ce n'est pas en allant chanter dans des concerts au stade de Nzayon avec 40 artistes, NG Bling, Baponga, 2MJ, Anelka. Ce n'est pas là où vous allez dire que les 4000 personnes qui sont venues là sont venues pour vous. Très bien. Non, et chaque petit groupe est venu pour un artiste. Pour un artiste, d'accord. Maintenant, chaque artiste devrait avoir le pouvoir de se jauger en faisant lui-même son petit concert voir le nombre de personnes qui viennent assister à son petit concert. Donc là, exemple, vous nous donnez là le baromètre d'évaluation de la réussite d'un concert? Bah oui, mais c'est comme ça qu'un artiste sait ce qu'il vaut. D'accord, ce n'est pas parce que tu chantes à Nzayon et que tout le monde chante ta chanson que tout ce monde-là est prêt à venir payer 1000 francs pour te voir toi tout seul. Faire payer le taxi et venir se déplacer pour venir te voir. Par exemple, il y a des petites salles que tu peux, il y a ANG là, Empire là à Kanda, mais on peut commencer par des petites salles plus petites. Prenons même l'exemple d'un snack, on va prendre, ou d'une boîte de nuit. On va prendre ici, on a le Light discothèque, d'accord. Prenez le Light. Dites au patron du Light, nous on aimerait faire un concert avant l'heure de la boîte. On veut commencer notre concert à 19h. On vous libère à 22h avant que la boîte ne commence. Et pendant cette tranche horaire, on fait le concert de notre artiste qui est, par exemple, ce monsieur qui est devant moi là, le beau, comment il s'appelle? Shinobi. On fait le concert de Shinobi vendredi à 19h. Et voyez combien de personnes vont venir voir Shinobi. Même si lui fait 1 million de vues sur YouTube, voyez combien de personnes viennent. Vont se déplacer et venir voir en présentiel. C'est ce qu'on appelle une niche. Alors, c'est vraiment un exercice qui fait partie de votre âme, parce qu'en réalité, au-delà du conseil, vous pratiquez cela. Vous avez votre prestation live de 2023 lors des festivités de fin d'année qui a été saluée par la population qui l'a jugé de masterclass. Mais on a envie de savoir, quand vous organisez vos concerts, qu'est-ce que vous cherchez à transmettre au public? Bon, d'abord, ce n'est pas la transmission qu'on cherche. Très bien. Quand vous sortez, je vais vous prendre depuis la base, parce que la base, c'est Raboun.
D'accord? Quand on fait notre premier concert, vous savez, quand vous faites de la musique, encore une fois, dans cette salle, on est au total 8, je crois, si j'ai bien compté. Et quand je vais sortir un son, les 8 ne vont pas aimer mon son. Oui. D'accord? Il y a peut-être 2, 3 qui vont aimer mon son. D'accord? Mais je ne sais pas où ils habitent. Je ne sais pas où ils sont. Moi, j'ai sorti mon son. Et sur les 8 ou 10 que nous sommes, sur les 200 personnes qui vont écouter mon son, il y a un tiers des 200 qui vont aimer mon son. Oui, maintenant, mon concert, c'est le moment où moi je dois connecter avec ceux qui ont aimé mon son. D'accord? C'est là où je vais voir qui aime et me suit. D'accord? Qui aime ce que je fais et me suit. Donc, je vais d'abord commencer par organiser un petit concert dans mon quartier, dans un endroit aéré ou fermé, dans un petit gymnase ou dans un espace où je peux m'exprimer culturellement. Et je verrai qui viendra à mon concert. Le premier concert de Rabou n'était pas forcément plein, mais au moins on a pu voir. Et puis, dès qu'on a jaugé, ce concert, on a eu 150 personnes. Après le deuxième, 300 personnes. Et c'est comme ça que la vraie popularité monte. Et c'est comme ça qu'après, on peut passer au merchandising, vendre des t-shirts, vendre des casquettes, vendre des... Voilà, c'est comme ça qu'on monte. Super, donc vous êtes aussi l'auteur d'une marque, cas par cas, que nous voyons bien que vous portez. Elle est accessible à tout le monde, elle est accessible à tout le monde quand même. Le prix le plus bas, c'est quand même 15 000. D'accord, good. On va s'en procurer parce que vous êtes quand même une figure assez importante du hip-hop gabonais. Lors du confinement en 2020, vous avez lancé un challenge, le Catalogue Challenge en live, en ligne, et que vous avez co-initié. Mais la particularité de cette organisation-là, c'est qu'elle a réuni 14 000 spectateurs virtuels. Contrairement à 2000 et tout le reste. Mais comment avez-vous vécu cette transition vers le digital? Bon, déjà, c'est à César ce qui est à César. C'est une organisation de XXL au mic, de mon ami Lestat. Donc, c'est lui qui a eu l'idée, en prenant un peu sur les Américains, parce que c'est ce que les Américains faisaient à l'époque, de transvaser ça ici et de nous proposer de faire quelque chose. Moi, je suis habitué aux grands chiffres, hein, d'accord? Donc, je suis habitué à ce que les gens se déplacent pour moi. Et le catalogue challenge, l'affiche aussi était prometteuse. Donc, les Gabonais sont friands de dilemmes et de... les Gabonais sont friands de tout ce qui est polémique et dilemme. Donc, ils étaient au rendez-vous. Et en fait, l'accession au digital, pour nous, c'était un souffle nouveau. C'était quelque chose qui venait nous libérer d'un gros poids. Parce que nous qui venons de la musique physique, quand je dis physique, c'est que à notre époque, pour faire de la musique, il fallait forcément faire des CD, forcément faire des cassettes, et c'était des coûts faramineux. Aujourd'hui, avec le streaming, avec le téléchargement, ça limite les coûts et ça nous donne plus d'accessibilité parce que les gens peuvent se connecter à nous de n'importe où sur la terre et c'est franchement un nouveau souffle. D'accord, donc là, ce sont par exemple les atouts de l'arrivée des technologies que vous apportez dans le monde du hip-hop. Mais est-ce que vous avez pu identifier par exemple des limites comparées aux concerts live physiques? Bon, les limites, s'il y a des limites, c'est seulement par rapport à notre pays. D'accord. Parce que la première limite est que la connexion n'est pas la même partout. Donc si je fais un concert en ligne, les gens de Tchibanga ne seront pas aux bonnes places parce que ça va souvent couper, ça va souvent bugger. Quand je parle des gens de Tchibanga, je parle pour l'intérieur du pays, hein, parce que voilà, la fibre n'est pas encore partout. La monétisation aussi, notre pays n'est pas très bien calé en monétisation. Ça veut dire que j'aurais un peu de mal à récupérer mes sous. Et puis après, il va arriver que les sponsors, les annonceurs ne prennent pas encore à bras le corps le sponsoring via les réseaux. Il y en a beaucoup qui se démarquent, c'est vrai, mais normalement, ils devaient agir plus dans le sens d'aider ceux qui travaillent avec les nouvelles technologies. Un sponsor ne devrait pas être là seulement pour vendre sa marque, mais pour encourager à ce que le mouvement grandisse, pour que lui et sa marque plus tard puissent avoir plus de bénéfices, plus de gains. D'accord. Pour l'instant, on est encore dans un pays où chacun regarde l'autre se débattre et puis voilà, on constate. D'accord, donc on reste sur les projets, vous nous permettez, on reste sur le projet. Récemment, à la fête de la musique, vous avez lancé, vous avez initié, sinon un challenge, celui du Luado Spirit. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est pas un challenge, c'est que depuis 2 ans, j'ai monté un groupe. D'accord. Encore une fois,
comme je le disais au début, tout n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas un groupe que j'ai forcément monté avec de l'argent, mais avec de l'organisation, de la jugeote et de la gestion. Donc, on a monté un groupe qui s'appelle Loi de Spirit, parce que j'avais besoin d'avoir mon orchestre. J'avais besoin de tourner avec mes gars qui me connaissent, j'en avais un peu assez de souvent, quand je partais sur des grandes scènes, on me proposait des musiciens. Des musiciens, oui. Mais les trainings duraient 2 jours. Ils n'étaient pas forcément, comment on va dire, pas l'esprit, par exemple, de la chose. de la chose, Oui. ils n'étaient pas trop intéressés, c'était pas forcément la même génération. Donc souvent on se débarrasse de toi un peu vite fait. Donc j'avais besoin d'avoir des gars qui aiment ma musique, qui me comprennent, qui me suivent, qui comprennent ma vision. Et donc il y a 2 ans on a monté le Loyau de Spirit, on a fait une série de concerts ici, on a fait un festival au Cameroun. Normalement on a été invité au Niger, mais ma nomination m'a un peu empêché de bouger la première année. Et donc là on reprend les activités de Loyau de Spirit. Super. Donc c'est mon groupe à moi, c'est mon orchestre à moi, c'est Baponga et le Loyau de Spirit. Et donc il y a 4 musiciens, une choriste, et voilà, on se prépare donc pour faire plusieurs représentations comme ça, plusieurs représentations pendant toute l'année. Donc ce n'était pas un challenge, c'est juste que c'était la fête de la musique, et on avait soit le choix jouer dans un coin de rue ou jouer en ligne pour faire notre promotion à nous du Loyau de Spirit. Très bien. Aussi à l'étranger. Super. Voilà. Super. Donc, vous organisez aussi des masterclass en termes de technique vocale, de travailler la voix, la gestion du public et tout ce qui est lié au concert, live en physique. Alors, pouvez-vous nous décrire, par exemple, votre routine, comment vous préparez votre concert live physique? C'est d'abord du sport. D'accord. Si j'ai un concert, je vais reprendre le sport. Comme là, maintenant que je repars en tournée, j'ai repris le sport. Je crois que j'ai commencé à perdre des kilos. Je vais reprendre le sport parce que c'est très physique. Moi, je joue au basket. J'ai joué au basket jusqu'en première division, donc j'ai pas du mal à me relancer dans le basket. Oui. Donc je fais beaucoup de basket, beaucoup de courses à pied. Et puis après, je prends les entraînements avec mes gars. On répète 2 fois par semaine. Il faut se remémorer des morceaux qu'on a peut-être oubliés. Donc il faut relire les titres, il faut réécouter les musiques. Je ne joue jamais moins de 1 heure. La dernière fois, au Murmure, j'ai joué pendant 2 heures. Donc 2 heures d'affilée. Il faut du coffre, il faut de la mémoire. Donc il faut remettre tout ça en marche. Donc on va rentrer dans ce qu'on appelle une résidence. Une résidence, c'est ce que les footballeurs appellent casernement. Casernement, oui. Nous, on appelle ça résidence. C'est le terme technique pour les artistes, musiciens. Et dans cette résidence, on va créer un spectacle, on va créer une cohérence entre les morceaux qui vont être joués du début à la fin. On va donner à ce concert un nom et puis on va le faire tourner en fonction de ce qu'on aura reçu. Et après, on va faire peut-être des tenues. Après, mais le manager a son autre travail. Parce que moi, j'ai un travail et mon manager, il travaille sur autre chose. Donc, mon manager, lui, il va travailler sur tout ce qui est commercial, tout ce qui est réseautage, tout ce qui est annonceur, tout ce qui est sponsor. Voilà. Et puis, au final, le jour J, on va essayer de stresser le moins possible. Et moi, je vais être avec mes enfants parce que c'est ceux qui me déstressent le plus. Super. Jusqu'à l'heure du concert. Super. Donc, avant de nous acheminons petit à petit de cet entretien, Monsieur Franck Baponga, qu'est-ce que ça représente, le contact humain avec votre public? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente au départ, tu extériorises ce que tu as. Très bien. Au départ, tu extériorises tes soucis, tes problèmes, tes joies, tes peines. Parce que tu estimes que ta vie est une expérience et peut-être que ton expérience peut servir à d'autres personnes. Donc en fait, tu vas parler de ton quotidien pour que d'autres personnes s'en imprègnent et s'ajustent en fonction de ce que toi tu as vécu. Si tu t'es cogné le genou à un certain moment en sortant de chez toi, que tu l'exprimes, quelqu'un fera lui plus attention en sortant de chez lui pour ne pas se cogner le genou. Donc la musique, c'est un peu ça. La musique, c'est passer un message pour que tout le monde essaye de tirer profit du message que tu envoies. Donc moi, c'est comme ça que je visionne et je visualise la musique que je fais. Je mets à jour quelque chose, je mets en lumière quelque chose pour que tout le monde s'identifie, enfin ceux qui s'intéressent, parce qu'encore une fois, la musique que tu fais n'intéresse pas tout le monde, et ce n'est pas un problème. On ne peut pas plaire à tout le monde, ok, mais dans ce que tu fais, il y a des gens dans le monde
qui vivent la même chose que toi. Et donc, ce que tu fais, c'est pour ces gens-là. Super. Donc, y a-t-il un artiste, par exemple, que vous admirez par ses performances de prestations en live? Prestations live, Annie Flore, Bachilidi. Très bien. Ouais. Bon, en live, c'est pas, c'est même pas négociable, c'est autre chose parce qu'elle joue elle-même d'un instrument. Et en live, j'ai beaucoup appris avec cette personne parce que j'ai fait des tournées, j'ai fait deux tournées avec elle. On a été, la première fois que je suis sorti du pays, c'était avec elle, j'étais avec elle au Sénégal. Wow. Et ce qu'elle a fait assise sur une chaise, c'était incommensurable. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'a aucun souci. Et voilà, après, les grands noms, hein, les grands noms qui ont aussi combattu à leur époque le playback, comme M. Pierre Claver à Keningue. En live, c'est aussi autre chose, c'est époustouflant. Après, ça n'a l'air de rien, mais ce que Patience fait avec son orchestre, c'est très fort aussi. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation. Et donc, Annie Flore peut jouer très bien avec un grand orchestre, comme elle peut jouer aussi avec sa guitare solo. Mais même si elle a une seule guitare, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Donc, moi, je dis à mes petits frères, commencer le live, c'est commencer avec une version instrumentale très bien. de ta propre musique. Et le conseil que je donne, c'est que lorsque vous allez en studio et que vous demandez vos sons à l'ingénieur du studio, demandez la version vocale, donc la version qui passe en radio, la version instrumentale, la version sur laquelle n'importe qui peut chanter, une version scène, c'est une version sur laquelle on laisse les refrains et quelques bacs, quelques réponses, et puis une version a cappella. C'est les 4 versions qu'il faut demander à chaque fois. D'accord, donc vous dites aussi amener le hip-hop gabonais sur l'arrimée du moins aux standards internationaux, et puis vous combattez l'amateurisme, vous combattez le playback. Donc là maintenant, en quelques mots, vous devrez donc vous adresser aux personnes qui sont dans la même sphère que vous. Qu'est-ce que vous leur direz pour vous soutenir dans ce combat que vous menez? Je dirais que c'est pour le bien de tous. Je dirais que pour standardiser la musique gabonaise, je ne veux pas être celui qui agit comme un dictateur, parce que c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de ceux qui vont commencer à sortir. On a Bigro et Romantica qui a déjà 1 an a eu un prix au Cameroun. Il n'est pas allé gagner son prix au Cameroun avec du playback. D'accord? Donc vous n'allez pas sortir même à côté où les gens sont déjà habitués au live. C'est pour notre bien. C'est structurant et c'est pour que notre public ait de son argent. Vous allez voir qu'on a du mal ici à payer l'entrée à 20 000. C'est parce que justement, si vous dites l'entrée c'est 20 000, le client va vous dire je viens voir quoi à 20 000. Yeah. D'accord? D'accord. Quand quelqu'un paye 10 000 francs pour vous, pour une entrée, il faut lui donner le prix de la qualité de ce qu'il a donné. Et donc, si un jour on doit monter en gain, il faudra monter en qualité. C'est forcément ça. Donc, monter en gain, c'est monter en qualité. C'est le conseil de M. Franck Baponga pour ceux qui sont dans la même sphère que lui. Eh bien, cher aîné, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes honorés. C'est une plateforme qui vous est offerte aussi pour la promotion de vos titres, pour la promotion de vos activités. Vous pouvez solliciter Focus Group Média. C'est votre maison. Revenez quand vous voulez. Merci, je vous suis et continuez de bien travailler comme vous faites. C'est très inspirant. C'est très inspirant. Voici des encouragements qui nous donnent de pouvoir encore, comme on dit au quartier, charbonner. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce conseil que prend fin notre Focus invité.